Bonsoir. Siège des camionneurs au centre-ville d'Ottawa. Le premier ministre Justin Trudeau écarte le recours à l'armée canadienne pour le moment. Au lendemain de la destitution du chef Erin O'Toole, à quoi peut-on s'attendre de la prochaine course à la chefferie chez les conservateurs? L'analyse de notre panel de journalistes. Et à quelques heures du coup d'envoi des Jeux olympiques de Pékin, on reçoit la nouvelle ministre des Sports, Pascale Saint-Onge. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Au jour 7 de l'occupation des opposants aux mesures sanitaires qui paralysent le centre-ville d'Ottawa, le premier ministre Justin Trudeau exclut d'envoyer l'armée canadienne pour dénouer l'impasse. M. Trudeau a répondu aujourd'hui au chef de la police de la capitale qui a déclaré que la solution à cette crise pourrait ne pas passer par le travail des policiers, mais plutôt par une réponse politique, une injonction judiciaire ou encore par l'intervention de l'armée. Alors voici Justin Trudeau. Nous savons que les forces policières, que ce soit la police d'Ottawa ou à la GRC qui a des ressources aussi, est là pour régler la situation et nous allons être, en tant que gouvernement fédéral, prêts à répondre aux demandes. Mais pour l'instant, c'est pas quelque chose qu'on est en train de regarder, d'envoyer les forces armées contre des citoyens canadiens. Et pendant ce temps, des organisateurs de ce siège au centre-ville d'Ottawa rencontraient pour la toute première fois les journalistes aujourd'hui. Ils répètent que pour eux, pas question de partir. Et ça, tant et aussi longtemps qu'on leur aura pas présenté un plan clair pour mettre fin aux mesures sanitaires partout au pays. Je vous rappelle que les autorités de la santé au Canada maintiennent que les mesures actuelles sont essentielles pour diminuer les décès et les hospitalisations dues à la COVID. Ces 2 dernières années, les mandats COVID-19 nous ont divisés. Cette manifestation a commencé en raison des restrictions du gouvernement fédéral sur la liberté des camionneurs. Notre mouvement s'est développé au Canada et dans le monde entier, parce que les gens ordinaires en ont assez des mandats et des restrictions dans leur propre vie qui semblent maintenant faire plus de mal que de bien. À ce jour, la Suède, le Danemark, le Royaume-Uni, la Norvège, la Finlande, l'Irlande et la Suisse ont supprimé tous les mandats et restrictions COVID-19. Nous demandons donc à tous les niveaux du gouvernement du Canada de mettre fin à tous les mandats et restrictions du COVID. Nous continuerons notre protestation jusqu'à ce que nous voyions un plan clair. Alors que les autorités se renvoient la balle et que les manifestants disent qu'ils sont là pour rester longtemps au centre-ville d'Ottawa, je retrouve les journalistes Yves Malo, Mélanie Marquis et Boris Proulx. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Esther. Bon, on vient de l'entendre. Le premier ministre Trudeau ne veut pas faire appel à l'armée, du moins pas pour le moment. Mélanie, d'abord, je vais commencer avec vous. Qu'est-ce que vous pensez de la réponse du premier ministre Trudeau à cette crise au centre-ville d'Ottawa? Bien, la première chose que je dirais, c'est que sur la question de l'armée, il y a une cohérence dans le message de M. Trudeau parce que, souvenez-vous, il y a 2 ans, quand il y avait ces groupes qui bloquaient des voies ferrées, M. Trudeau avait dit, écoutez, on n'envoie pas l'armée contre sa propre population. Il a répété la même chose. Donc, sur le plan du principe, ça colle toujours. Pour ce qui est de la gestion de crise, M. Trudeau est un peu dans une situation compliquée parce que, évidemment, qu'on demande plusieurs choses. C'est un groupe de manifestants très hétéroclite. Une des choses qu'on réclame, c'est la levée des mandats, vous savez, des mandats de vaccination obligatoire contre les camionneurs. Mais, je veux dire, qu'est-ce qu'il dit à M. Trudeau que même s'il reculait là-dessus, ce qu'il n'a pas l'intention de faire, que les manifestants partiraient vraiment, parce que là-dedans, il y a des gens qui réclament beaucoup plus que ça, que la fin du mandat, dont des choses qui relèvent des autorités provinciales, territoriales. Donc, ça, c'est une chose. Puis je terminerai en disant aussi que bientôt, il y a d'autres premiers ministres qui vont se retrouver en gestion de crise, parce que là, il y a des convois en route vers le Québec, vers l'Ontario, à Toronto, et là-bas, les forces policières ont déjà commencé à installer des murets, des dispositifs pour empêcher les camions d'entrer. Je pense que depuis quelques jours, la colère est davantage dirigée vers les policiers d'Ottawa, vers les forces policières qu'on juge peut-être trop permissives avec les manifestants. Donc, davantage vers eux que vers M. Trudeau et son gouvernement. Oui, Boris, n'empêche, le chef du Bloc québécois a reproché quasiment toute la semaine au premier ministre Trudeau de jeter de l'huile sur le feu, de ne pas entamer un dialogue avec les manifestants. Est-ce que ces critiques-là du Bloc sont justifiées selon vous?
Oui, c'était pas très clair si Yves-François Blanchet avait une position qui se rapprochait plus des libéraux et du NPD de critiquer ces manifestants ou s'il était plus au côté conciliation comme le Parti conservateur du Canada, en fait. Yves-François Blanchet a, par exemple, dit qu'à son avis, les manifestants du convoi pour la liberté avaient des bonnes intentions, mais qui ont été par la suite noyautés par l'extrême droite. Mais quand on lui a demandé quelle preuve il avait, puisque quand même il y avait des organisateurs, même de ce qu'on voit là, qui étaient depuis le début partis de l'extrême droite, il a dit qu'il n'avait pas de preuves en particulier, donc c'était plus une impression. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Ouais. Le Bloc québécois veut un petit peu jouer sur les deux tableaux. Oui, Yves, je veux vous entendre sur les députés conservateurs qui se sont affichés cette semaine avec des manifestants dans les manifestations à Ottawa. On a vu notamment des photos d'Andrew Scheer avec des manifestants. Le maire d'Ottawa, Jim Watson, est vraiment hors de lui, demande des excuses à ces députés conservateurs qui ont pris position en faveur des manifestations. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Premièrement, je dirais que ça ne doit pas beaucoup ébranler ces députés parce que ça vient d'un maire qui quitte bientôt la vie politique et la vie étant ce qu'elle est, on regarde toujours un petit peu plus loin que le moment présent. Mais ce qu'il faut savoir de ces députés qui ont appuyé les camionneurs, c'est ce sont tous des députés qui viennent de la Saskatchewan. J'en ai compté 5 de la Saskatchewan, plus la sénatrice Batters. Et c'est de savoir quel était le but de ces députés. Est-ce que c'était vraiment pour soutenir les camionneurs ou si c'était pour embêter à la fois le gouvernement et leur chef Erin O'Toole qu'ils estimaient beaucoup plus au centre? Et puisque les conservateurs, par définition, sont en faveur généralement de la loi et l'ordre, permettez-moi de penser que la deuxième option était la bonne. Bon, on va revenir justement sur l'autre crise cette semaine à Ottawa, c'est-à-dire la destitution du chef Erin O'Toole. Ça ouvre la porte, évidemment, à une course à la succession au Parti conservateur. D'abord, Mélanie, quelle est votre lecture de ce qui s'est passé cette semaine à Ottawa? La première chose que je dirais, c'est ce qui devait arriver arriva. Il y avait une fronde, un mécontentement qui était latent depuis plusieurs semaines, depuis la défaite électorale du 20 septembre dernier. Et les astres se sont en quelque sorte alignés avec l'arrivée du convoi. Pourquoi? Parce que M. O'Toole avait tergiversé là-dessus. Souvenez-vous, quelques jours avant l'arrivée des camionneurs, il avait dit, écoutez, c'est pas ma position, c'est pas mon rôle comme politicien, comme chef de parti, de prendre position pour ou contre un mouvement comme celui-là. Et ce que ça a permis de faire, c'est que ça a permis aux mutins de rassembler une espèce de force critique, de masse critique de députés qui ont écrit, donc, lundi au président du caucus, Scott Reed, pour réclamer un vote de confiance dès le mercredi. Donc, M. O'Toole a survécu un peu plus longtemps que son prédécesseur Andrew Scheer après une défaite électorale, mais quand même, une autre chose aussi qu'on préfère remarquer, c'est que comme préavis, on a déjà vu plus long, parce que M. O'Toole était au courant des mécontentements, était au courant de la grogne, mais d'apprendre un lundi soir que mercredi, il y aura vote de confiance, disons que ça laisse peu de temps pour contre-attaquer. Et M. O'Toole devient d'ailleurs le premier chef fédéral à se faire montrer la porte par son parti plutôt que par les membres du parti qui l'ont élu. Et ça, c'est en vertu d'une loi qui a été parrainée par un député conservateur, Michael John. Boris, c'est la députée manitobaine Candice Bergen qui a été choisie pour assurer l'intérim. Madame Bergen a aussi appuyé les manifestants à Ottawa. On l'a vu, entre autres, porter une casquette à l'effigie de Donald Trump. Elle ne parle pas français. Qu'est-ce qu'on doit penser du choix de Madame Bergen comme chef intérimaire chez les conservateurs? Oui, c'est très intéressant ce que vous mentionnez parce qu'en Chambre, lors de la période de questions, la toute première de l'année 2022, lundi, donc, elle a qualifié les manifestants du convoi de la liberté de peace-loving patriots, donc de patriotes épris de paix. Ça peut quand même être un langage, disons, assez coloré. C'est définitivement un appui, en tout cas, à leurs revendications.
ça risque de pas du tout faire l'unanimité au sein de son propre parti, puisque cette manifestation s'éternise à Ottawa. Vous l'avez très bien mentionné. On sent que ça commence à taper sur les nerfs des citoyens ici. Il y a des actes criminels qui sont commis ici et là. Donc, ça pourrait jouer contre elle, en fait, s'il s'avère que l'opinion publique se retourne complètement contre cette manifestation. Il semble que les sondages indiquent que c'est ce qui est en train de se produire. Yves, sur la succession à long terme, bon, évidemment, déjà, les spéculations vont bon train pour qui pourrait remplacer Erin O'Toole. Le nom de Pierre Poilievre circule beaucoup, mais beaucoup. Est-ce que ça vous semble probable? Est-ce que vous voyez des candidats du Québec qui pourraient émerger? Commençons avec M. Poilievre. Oui, effectivement, son nom circule beaucoup. Il est très populaire dans les sondages. Mais je vous rappelle, Esther, qu'il y a à peine 2 ans, M. Poilievre disait que pour des raisons familiales, il a une très jeune famille, il ne voulait pas se lancer dans cette aventure. Est-ce que 2 ans plus tard, la famille est rendue assez vieille pour se lancer? Permettez-moi d'en douter. Mais c'est peut-être aussi un jeu dangereux parce que M. Poilievre est un député au style très agressif, un style qui parfois peut scier très mal à un chef de parti qui doit démontrer de la hauteur. Et M. Poilievre, dans sa carrière politique, de la hauteur, il n'en a pas montré souvent. Et ça, je pense qu'il n'y a pas personne qui peut contester ça. Alors, M. Poilievre, peut-être, gros point d'interrogation. Pour ce qui est de la députation du Québec, je vois personne jusqu'à présent parce que on ne sait pas encore quel courant ça va prendre. Est-ce que c'est les conservateurs sociaux qui vont imposer leur agenda ou les conservateurs économiques? S'il y a des conservateurs économiques qui mènent le bal, peut-être il y aura des gens du Québec intéressés. Si c'est les conservateurs sociaux, j'en doute. Des candidats de l'extérieur, Yves? De l'extérieur, jusqu'à présent, remarquez que la démission de M. O'Toole est assez jeune, mais jusqu'à présent, je vois pas de nom de gens qui semblent intéressés d'aller dans ce panier de crabes, parce que c'est à ça que ça ressemble en ce moment, un panier de crabes, de gens qui s'entre-déchirent, qui est sain d'esprit, veut se lancer dans une telle aventure, je ne sais pas. Oui, évidemment, ça ouvre la porte, je le disais, avec toutes les spéculations. On va sûrement avoir l'occasion de s'en reparler au cours de d'autres analyses politiques parce que, bon, ça a été quand même une semaine mouvementée, un retour des travaux aux communes assez mouvementé et ça a été un plaisir de vous revoir cette semaine. Alors, Yves, Mélanie et Boris, merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Merci. À bientôt, merci. Une délégation de plus de 200 athlètes représentera le Canada aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin qui s'ouvriront officiellement demain en Chine. La participation canadienne à ce rendez-vous sportif international soulève plusieurs questions, notamment à cause des relations difficiles entre les deux pays et du génocide de la minorité musulmane des Ouïghours par les autorités chinoises. En prévision du lancement officiel des compétitions, j'ai rencontré la nouvelle ministre des Sports, Pascale Saint-Onge. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir. D'abord, sur une note personnelle, puisque c'est la première fois qu'on vous reçoit, sans dire que vous êtes néophyte en politique, vous en êtes quand même à vos débuts. Vous avez été élu pour la toute première fois lors de la dernière élection au mois de septembre. Vous avez un parcours, je dirais, qui est éclectique. En fait, vous venez du milieu syndical. Vous avez aussi été musicienne. En tout cas, vous êtes musicienne, je devrais dire. Vous avez été bassiste dans un groupe rock. Comment se passe votre adaptation en politique? Comment vous qualifiez votre expérience jusqu'à maintenant? C'est une expérience vraiment enrichissante. J'arrive dans une équipe qui est expérimentée. Plusieurs sont là depuis 2015, d'autres depuis 2019. Donc, je bénéficie de beaucoup de conseils et de collègues qui m'aident beaucoup dans cette adaptation-là puis dans cette nouvelle vie. C'est sûr que c'est très différent de ce que je faisais avant. Précédemment, j'étais présidente de la Fédération nationale des communications et de la culture. Donc, mon rôle était de représenter des gens qui travaillaient dans le secteur des médias et de la culture. Aujourd'hui, je représente les gens qui vivent à Brome-Missisquoi dans ma circonscription et également l'ensemble des citoyens et des citoyennes canadiens pour lesquels on a été élus pour accomplir des mandats, pour accomplir ce qu'on a promis dans le cadre de notre plateforme électorale. Donc, c'est une grande courbe d'apprentissage, mais c'est passionnant.
Et j'ai hérité aussi de dossiers qui sont vraiment super intéressants avec des beaux défis, puis je pense aussi des belles choses à réaliser. Oui, bon, justement, parlons-en des dossiers dont vous avez hérité, parce que votre ascension a été quand même assez rapide. Aussitôt élu, vous avez tout de suite accédé au cabinet. M. Trudeau vous a nommé, entre autres, ministre des Sports. On vous reçoit justement au moment où s'ouvrent les Jeux olympiques de Pékin en Chine. Ce sont des Jeux olympiques qui font pas l'unanimité. D'abord, sur la relation canado-chinoise. Quand on connaît l'état des relations entre le Canada et la Chine, dans la foulée, évidemment, des deux Michael, je vous demanderais, est-ce que vous êtes inquiète pour la sécurité des athlètes canadiens qui sont en ce moment à Pékin? C'est sûr que c'est une relation complexe avec la Chine, puis c'est comme ça pour la plupart des pays de l'Occident et des pays démocratiques. Et c'est pour ça aussi que notre gouvernement a décidé d'envoyer les mêmes messages qu'on envoie toujours, c'est-à-dire qu'on défend la démocratie, qu'on défend aussi les droits humains. Et en ce sens-là, on a pris une décision politique et gouvernementale de ne pas envoyer de délégation officielle pour représenter le gouvernement en Chine. Cependant, du côté des athlètes, ça demeure une compétition internationale qui est encadré par un organisme international et le pays hôte a la responsabilité d'assurer la sécurité des athlètes et le bon déroulement des Jeux dans l'esprit sportif, puis dans tout ce qu'on s'attend dans n'importe quel Jeux olympiques. Évidemment, on n'est pas aveugle face à la situation, donc tous les départements, tous les ministères qui sont pertinents ont travaillé en collaboration avec le Comité olympique et le Comité paralympique canadien pour offrir tout le soutien nécessaire pour assurer la sécurité des athlètes. Bon, pas d'inquiétude comme telle. On peut quand même imaginer que notre délégation d'athlètes a été préparée en conséquence avant le départ, conscientisée à tout l'aspect politique des relations justement canado-chinoises. Au-delà de l'aspect de l'entraînement des athlètes, comment justement nos athlètes canadiens ont été préparés en vue de ces Jeux olympiques à Pékin? Est-ce qu'on leur a demandé, par exemple, de rester discrets pendant leur séjour là-bas? Il n'y a pas de demandes qui ont été faites à l'endroit des athlètes. Les athlètes sont habitués de voyager sur la scène internationale quand ils atteignent des niveaux d'excellence comme les Jeux olympiques. Pour plusieurs, d'ailleurs, il y en a qui ont déjà participé à des compétitions en Chine dans le passé. Puis, évidemment, c'est le rôle des organisations, dans ce cas-ci du Comité olympique puis du Comité paralympique canadien, d'assurer que les athlètes sont bien informés sur la situation des pays qu'ils visitent, sur les comportements adoptés, sur les mœurs, les coutumes, pour assurer la sécurité des athlètes, parce que tous les pays sont différents, les modèles politiques, les mouvements sociaux, etc., etc. Donc, les athlètes sont habitués de s'adapter. Puis également, dans le cadre des Jeux olympiques, il y a la charte olympique qui s'applique dans ces situations-là. Puis évidemment, ben, si jamais il survenait des situations malheureuses en Chine, il y a une équipe qui est sur place pour accompagner les gens du Comité olympique, du Comité paralympique. Évidemment, tous les services consulaires vont être offerts aux athlètes et à la délégation canadienne. Alors, et les athlètes ont reçu toutes ces informations-là. Mais je pense que pour eux, parce que j'ai eu l'occasion de parler avec plusieurs athlètes avant leur départ, la chose qui les stressait le plus, c'était de tester négatif à la COVID. Ouais. C'était ça qui les inquiétait le plus, parce que pour le reste, puis on l'a vu avec des performances de qualification qu'ils ont fait récemment, ils sont très bien préparés physiquement, psychologiquement. Ils ont hâte de participer à cette compétition-là. Ils sont vraiment en mode performance, compétition, esprit sportif, Jeux olympiques, rêve à accomplir, donc j'ai très hâte de les voir. Oui. Justement, parlant de COVID, certains ont jugé les mesures qui ont été mises en place par les autorités chinoises pour éviter la propagation du virus exagérées. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Le virus Omicron, on sait qu'il se propage très facilement, il est extrêmement contagieux. Les dispositifs qui sont mis en place en Chine présentement sont pas tellement différents de ce qu'on a vu l'été dernier à Tokyo. C'est sûr qu'on est encore plus prudent étant donné les hauts niveaux de contagion du virus Omicron. Donc, et c'est normal qu'on prenne toutes les précautions possibles parce que ça pourrait avoir vraiment un effet d'entraînement là, si des équipes complètes devaient être contaminées. Donc, la bulle qui est créée autour des athlètes, c'est vraiment pour les protéger et s'assurer du bon déroulement des compétitions.
Oui. Je le disais d'entrée de jeu, ces Jeux olympiques sont controversés, font pas l'unanimité, entre autres à cause du génocide des Ouïghours. Après des mois d'enquête, il y a des experts des droits humains qui en sont venus à la conclusion que la façon dont la Chine traite la minorité musulmane ouïghour relève d'un génocide. On parle de crimes contre l'humanité. À Ottawa, on le sait, le Bloc québécois a amené une croisade pour que le Canada boycotte ces Jeux. Finalement, votre gouvernement a décidé de s'en tenir à un boycott diplomatique. Vous le disiez il y a un instant. Quel message le Canada envoie en participant à ces Jeux olympiques en Chine? Tout d'abord, il faut rappeler que la décision de participer à des Jeux olympiques ou pas appartient d'abord et avant tout au Comité olympique et au Comité paralympique canadien, ainsi qu'aux athlètes qui sont libres, de toute évidence, de participer ou pas à des compétitions. Et également, le Canada, c'est pas le seul pays qui envoie une délégation. Au contraire, tous les pays sont présents en Chine, ont envoyé des délégations d'athlètes pour participer aux compétitions. Et vous savez, il y a plusieurs opinions par rapport à l'efficacité d'un boycott. Il y a eu des expériences par le passé qui n'ont pas donné les résultats espérés non plus des pays qui avaient décidé, dont le Canada, à un certain moment, qui avait décidé de ne pas envoyer des délégations à des compétitions aux Jeux olympiques dans des pays controversés. Malheureusement, ça n'a pas apporté les changements nécessaires. Donc, notre gouvernement a travaillé avec les pays alliés avec lesquels on travaille toujours, par exemple les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, le Japon. Et ensemble, tous ces pays-là ont décidé de ne pas envoyer de délégation officielle pour être fidèles à nos principes de défense des droits humains. Mm-hmm. En terminant, évidemment qu'on va suivre de près les performances des athlètes canadiens et du Québec aussi au cours des 2 prochaines semaines. Le nombre de médailles que vont ramener les athlètes au pays, c'est toujours évidemment très suivi. Qu'est-ce qui vous permettrait à vous, Madame la ministre, de dire mission accomplie pour le Canada au terme de ces Jeux olympiques? Je pense que pour ces Jeux-là, au-delà des médailles, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, en tout cas, regarder des compétitions sportives, regarder des athlètes se dépasser, penser à toute la discipline, la préparation que ça leur a demandé, de voir ces exploits-là, d'aller au-delà de nos capacités habituelles, ça m'émeut toujours énormément. Puis si j'ai un souhait pour les Jeux olympiques, au-delà des performances, au-delà des médailles, puis je suis certaine que nos athlètes vont nous épater, ils sont prêts, mais ce que je nous souhaite, c'est que le pays s'unisse derrière ces Jeux-là, puis célèbre nos athlètes, puis ce qu'ils ont accompli, parce que les 2 ou 3 dernières années ont été difficiles pour nous tous. Je pense que tout le monde a vécu l'arrivée du variant Omicron, puis des nouvelles restrictions sanitaires très difficilement. Nos athlètes aussi, ça a été, pour leur avoir parlé, ils ont dû adapter leur entraînement, leur façon de faire. Ça a été extrêmement difficile, beaucoup de résilience pour tout le monde. Donc, si on peut s'unir pour célébrer ce succès-là des athlètes, de se rendre à ces Jeux-là, d'y participer, puis de pouvoir compétitionner dans les plus hauts niveaux. Et on l'espère dans la solidarité avec tous les autres athlètes qui vont être présents, puis avec un esprit sportif qui est très important présentement. Toujours effectivement très inspirant de voir des athlètes aller comme ça aux Jeux olympiques. Pascale Saint-Onge, ministre des Sports, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir. Bonne fin de journée. Et je poursuis sur les Jeux olympiques à Pékin, cette fois avec le député du Bloc québécois de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunel-Duceppe. Bonsoir, Monsieur Brunel-Duceppe. Bonsoir, Mme Bégin. Bon, j'en parlais il y a un instant avec la ministre Saint-Onge. Le Bloc a mené une croisade pendant plusieurs mois contre ces Jeux pour qu'on les déplace, pour qu'on les reporte. Évidemment, c'est en soutien à la minorité musulmane des Ouïghours. Et c'est vous qui avez porté le ballon dans ce dossier-là. Alors, je vous demanderai d'abord, rappelez-nous le combat du Bloc québécois. Bien, suite à la conclusion du sous-comité des droits internationaux de la personne en octobre 2020 qui dénonçait un génocide au Xinjiang sur les Ouïghours par le gouvernement chinois, bien, moi j'ai travaillé une lettre ouverte qui a été signée par des députés de tous les partis à la Chambre des communes, à l'Assemblée nationale, par Jean-Luc Brassard, demandant la relocalisation des Jeux olympiques. Et ça, c'était au mois de février 2021. Plusieurs personnes l'ont signé parce que c'est quand même quelque chose d'absurde de voir des Jeux olympiques se dérouler sur un territoire où il y a présentement un génocide. Puis est venue une motion à la Chambre des communes où la Chambre des communes elle-même, à l'unanimité, a voté pour dénoncer le génocide et a demandé
au CIO de relocaliser les Jeux olympiques. Suite à ça, le combat s'est poursuivi. Moi, je me suis même retrouvé au Congrès mondial ouïghour à Prague cet automne, où ma résolution a été adoptée, où on demandait un report des Jeux pour laisser le temps à une mission d'observation sous l'égide de l'ONU de faire la lumière sur le génocide et de la situation des Ouïghours présentement au Xinjiang. Donc, ça fait un bout là, que je suis dans le dossier. Et malheureusement, aujourd'hui, on voit le résultat. Là, ces jeux-là sont controversés. Si on avait écouté le Bloc québécois il y a un an, on n'en serait pas là aujourd'hui. Oui, bon, parce qu'on sait qu'en bout de ligne, finalement, le Canada a décidé d'imiter les États-Unis et d'y aller d'un boycott diplomatique et non pas d'un boycott tout court. Qu'est-ce que vous pensez du choix du gouvernement Trudeau d'opter pour ce boycott diplomatique? Écoutez, on voit là, que c'est un manque de courage depuis le début dans ce dossier-là du gouvernement Trudeau. Là-dessus, il suit depuis le début. Il y avait une chance de prendre le leadership. M. Trudeau, en 2015, quand il est arrivé au pouvoir, il nous a dit « Canada is back » en parlant de l'image du Canada à l'international après les années Harper. Qu'est-ce qu'il a fait depuis 2015? Il n'a jamais pris le leadership sur aucun dossier de droits internationaux de la personne, sur aucun dossier de droits humains. Et là, il y avait une chance de le faire. Je lui donnais la chance de le faire. Le Bloc québécois lui donnait la chance de se positionner comme leader mondial, comme Brian Mulroney l'avait fait, rappelez-vous, dans les années 80, avec le régime de l'apartheid. Et vous ne verrez pas souvent un député bloquiste féliciter un ancien premier ministre conservateur. Mais c'est ce que Brian Mulroney a fait, et ça, on ne peut pas y ôter. Il a pris le leadership à l'international, et ça s'est traduit par la chute du régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Donc, M. Trudeau avait l'opportunité de le faire, avait une occasion de le faire, et ce qu'il a fait en bout de ligne, c'est qu'il a agi en suiveux, comme on dit en bon québécois. Il était incapable de prendre le leadership. Est-ce que vous pensez vraiment que le Canada aurait pu avoir plus de poids dans le dossier? En tout cas, certainement pas de la façon qu'il a agi, là. C'est sûr. C'est sûr qu'il aurait pu avoir plus de poids dans ce dossier-là. Et il fallait chercher une action multilatérale. Le Canada a quand même, normalement, une bonne réputation sur la scène internationale en ce qui a trait aux droits humains. Il avait donc la crédibilité de pouvoir prendre ce leadership-là. On lui a donné l'occasion, il ne l'a pas fait. Il n'a pas voulu prendre le ballon. Bon, il a eu peur. Dans le temps, on nous disait qu'il y avait les deux Michael, mais les deux Michael se sont réglés. Ça s'est réglé au mois d'août. Par la suite, il n'a pas plus agi différemment dans ce dossier-là suite à la libération des deux Michael. Donc, ça c'est pas un argument présentement. Mais quand même, est-ce que ce boycott diplomatique, c'est pas une bonne solution pour éviter de nuire aux athlètes? Écoutez, en 2014, à Sochi, on avait envoyé 2 représentants diplomatiques. Si je me souviens bien, ensuite, à Tokyo, ça a été 1. Je pense qu'en Corée... en Corée du Sud, aux Olympiques en 2018, c'était 1 personne aussi. Donc, ne pas envoyer un diplomate entre vous et moi, je ne sais pas ce que ça change, là. Ça ne change pas grand-chose. Et c'était, premièrement, le strict minimum à faire. Mais pour l'instant, je ne pense pas que ça sauve qui que ce soit au Xinjiang de ne pas avoir envoyé de diplomate aux Jeux olympiques. Je pense que les Ouïghours, là, présentement, leur situation, elle n'a pas vraiment changé avec ce boycott diplomatique-là. Oui. Juste un mot sur la sécurité des athlètes canadiens là-bas, parce que, bon, vous parliez il y a un instant de ce qui est arrivé aux 2 Michael, qui ont été emprisonnés de façon arbitraire en Chine pendant presque 3 ans. Est-ce que le Bloc québécois est inquiet pour la sécurité des athlètes du Canada, du Québec là-bas? Moi, ce que je trouve dommage, Mme Bégin, c'est que vous ayez à me poser cette question-là. C'est pas normal qu'envoyer des athlètes à des Jeux olympiques, on soit obligé de se poser la question à savoir s'ils sont en sécurité. Imaginez, là. Quand je vous dis que c'est absurde la situation devant laquelle on se trouve là, présentement, là, bien, c'est exactement, vous venez d'en faire la démonstration, on est obligé de se poser la question à savoir si nos athlètes sont en sécurité, à savoir si les entraîneurs sont épiés, à savoir si les tests de COVID sont valides ou pas valides parce qu'on a peur qu'il y ait de la tricherie. Franchement, là, ces jeux-là, là, malheureusement, c'est une vraie joke et c'est dommage parce que, oui, les Ouïghours sont les premières victimes de ce régime-là, mais ces Jeux olympiques-là, présentement, moi, ce que je vois, c'est que les athlètes sont les premières victimes parce que c'est sûr qu'on est derrière nos athlètes québécois et québécoises qui participent à ces Jeux-là. Madame Bégin, je serai le premier à festoyer lorsqu'il y aura une médaille gagnée par un Québécois ou une Québécoise, ça, c'est sûr et certain, parce qu'ils se sont battus toute leur vie pour en arriver là. Mais c'est malheureux qu'ils se retrouvent dans cette situation-là, et ça, c'est entre autres parce que le Canada n'a pas été capable d'avoir un leadership dans ce dossier-là. Et les grands perdants sont les athlètes pour les Jeux olympiques et les grands perdants des droits humains présentement, c'est les Ouïghours au Xinjiang. Alexis Brunel-Duceppe, ça fait le tour du dossier. Je rappelle que vous êtes député du Bloc québécois de Lac-Saint-Jean. Merci beaucoup. Merci. Un plaisir. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce 3 février sur la colline parlementaire à Ottawa, toujours assiégée. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain.